Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je m'appelle Elodie Hughes, j'ai 41 ans et je suis entrepreneur multirécidiviste, je crois, parce qu'à chaque fois que je me plante, je recommence, donc je dois aimer ça. Ou repeat entrepreneur, comme disent les Américains dans la Silicon Valley. Et aujourd'hui, je suis venue vous partager mon expérience et aussi ce que je pense être vraiment, vraiment important quand on veut entreprendre. Alors, est-ce que parmi vous, il y a déjà des entrepreneurs ? Je vais voir à la fin s'il y en a plus. C'est un peu mon challenge. Alors, ceux qui ont envie d'entreprendre. Alors, il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. OK. 9. Objectif, dépasser ça à la fin de la conf. OK? Les filles, vous avez le droit de dire que vous voulez monter votre boîte. Je suis aussi maman. J'ai 4 enfants. Il y en a 2 qui sont là aujourd'hui. 2 filles. Et j'en ai une grande qui monte sa start-up, donc qui est très occupée aujourd'hui, et une petite qui risquait de mettre un peu le bazar. Donc on s'est dit qu'elle serait mieux avec son papa. Toutes mes années d'entrepreneuriat, s'il y a une chose que j'ai bien compris, c'est tout ce qu'on peut imaginer, on peut le créer. Alors j'ai quand même enquêté un peu parce que je me dis, voilà, ça c'est les belles phrases, ça va super bien à Oprah Winfrey, ça fait très américain. Donc je me suis dit, OK, on va vérifier, est-ce que c'est vraiment possible? Donc je me suis un peu intéressée aux neurosciences. Et est-ce que vous connaissez cette technique de visualisation? Ouais, ceux qui sont un peu intéressés au développement personnel. Et en fait, ce que j'ai découvert, c'est que notre cerveau, il est un peu bête. Vraiment. Hein. En fait, si on lui fait croire par de la visualisation qu'on veut vraiment quelque chose, par exemple, moi j'avais un rêve, c'était de partir vivre à l'étranger avec mes enfants, d'aller dans la Silicon Valley. Notre cerveau, il ne fait pas du tout la différence entre un rêve et la réalité. Et donc à partir du moment où on lui construit ce rêve tous les jours, où on lui répète, où on lui montre qu'il est possible, il le rend possible, il ouvre toutes les portes pour que ce soit possible. Donc ça, pour moi, c'est le vrai secret. Quand on croit à la visualisation, c'est très simple de se créer en fait le parcours dont on a envie, la direction qu'on a envie de prendre, ou finalement la destination finale. Peut-être qu'il y en a qui rêvent d'aller sur Mars. J'en connais quelques-uns. Il y en a peut-être d'autres qui rêvent juste d'avoir une maison au bord de la plage ou à la campagne. D'autres qui veulent avoir des enfants et arrêter de travailler très tôt. Bref, tous les parcours se justifient. Mais si on veut vraiment y arriver, la première chose à faire, c'est juste d'en rêver et de se répéter ce rêve finalement un peu tous les jours. Il y a plein de choses qui existent pour ça. Il y a des templates PowerPoint, des templates Notion. Il y a plein de solutions. Vous pouvez vous créer des boards PowerPoint, des images. J'ai des amis qui créent ça dans leur appartement. À l'entrée, elles collent plein de photos de tout ce qu'elles voudraient devenir. Et je vous promets que ça marche. Donc testez et venez me dire après si pour vous ça a été le cas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est le cas de tous les grands entrepreneurs, de tous ceux qui réussissent, de Steve Jobs, d'Elon Musk. Ils ont toujours pensé grand et ils ont toujours visualisé le succès. Ils n'ont jamais imaginé que l'échec, en tout cas sur la finalité, était complètement possible. Alors comment on fait pour penser grand et pour visualiser? Parce que c'est bien facile, vous allez me dire, OK, mais on pense grand pour faire quoi? Et alors, ça peut être une quête personnelle très longue de savoir ce qu'on veut faire. Et il y a un Américain que j'aime beaucoup. Je suis désolée, je citais beaucoup d'Américains, mais ils sont assez inspirationnels quand il s'agit de faire les choses plus grandes que les autres, qui s'appelle Simon Sinek. Et Simon Sinek, il a designé un truc très très simple. Et il dit que quand on monte une entreprise, il faut la construire autour de 3 choses. Le why, le how et le what. Le why, c'est pourquoi vous faites ça, pourquoi vous vous levez chaque matin. Vous ne pouvez pas créer une entreprise si ce que vous faites ne vous plaît pas, si vous ne l'incarnez pas, si ça ne vous motive pas. Créer une entreprise, c'est difficile. Si ce n'est pas une passion, ça va vite venir des heures qu'on compte, des difficultés à passer et quelque chose que vous n'arriverez pas à réaliser au final. Donc avant même de vous poser la question de qu'est-ce que je vais faire si je veux entreprendre, posez-vous la question, qu'est-ce qui me passionne, pourquoi je me lève le matin ? Vous avez des entrepreneurs, je vais reciter Elon Musk, qui lui pense qu'il va falloir qu'on quitte la Terre à un moment donné. Et il se lève chaque matin en disant « je vais emmener les gens sur Mars ». Et une des premières étapes pour lui, c'est d'envoyer des fusées dans l'espace qui peuvent revenir sur Terre. Et tout ce qu'il fait dans toutes les actions de sa vie sont pour nous emmener sur Mars. On y croit, on n'y croit pas, mais c'est sa façon de voir les choses, c'est son why. Après, il y a le how, c'est comment vous allez faire ça. Si demain vous voulez changer le monde, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire pour changer ce monde ? Et qu'est-ce que vous allez vendre? C'est le what, finalement, pour que ce monde change avec votre action d'entrepreneur.
Je vous donne un exemple très concret qui est celui d'Apple. Apple, ils disent, dans tout ce que nous faisons, nous défions le statu quo, nous croyons en ce que nous faisons et en une manière de penser différente. Vous le connaissez, le slogan d'Apple, c'est Think Different. Donc pour Apple, tout le monde peut penser différemment. C'est ça qui fait la richesse du monde. Et eux, ils y croient tellement qu'ils vont construire une entreprise autour de ça. On va faire des produits, on va faire des choses. Tout ce qui va nous guider va vous aider à penser différemment et à exprimer votre différence. Comment ils font ça? Ils challenge, ils créent des produits avec un beau design, facile à utiliser et conviviaux. En gros, vous pensez différemment, ça c'est votre mission à vous, c'est super dur. Moi, je vous simplifie la tâche avec Apple, des Mac simples, faciles, des interfaces, et l'iPhone est une bonne représentation de ça. Vous prenez un enfant de 18 mois, il sait ouvrir un iPhone et cliquer sur le jeu qui l'intéresse très rapidement. Et le Watt, ils font des ordinateurs et que vous avez envie d'acheter. Mais quand vous achetez Apple, vous vous en rendez peut-être pas compte, mais vous n'allez pas vérifier chacune des spécificités techniques de l'ordinateur, de la montre ou du téléphone. Vous allez acheter parce que vous croyez en l'histoire qu'Apple vous raconte. Et c'est tout l'enjeu de votre futur business. C'est pas que les gens achètent votre produit pour votre produit, mais c'est qu'ils achètent le produit pour votre why, pour ce que vous êtes et parce que c'est vous. Et le jour où vous réussissez ça, déjà c'est cool pour vous, parce que vous avez des clients qui vous ressemblent, et c'est chouette pour vos clients, parce qu'ils se sentent heureux d'acheter leurs produits, heureux de travailler avec vous. Alors je vais être un peu vulgaire, mais c'est pas moi. Quand il y a quelques années, j'ai eu la chance j'ai monté une start-up et j'avais très envie de partir dans la Silicon Valley, je vous l'ai dit. Et un jour, ma start-up a bien décollé en France, ça a eu un beau succès. Et on a eu un appel en fin de soirée pour rejoindre un programme d'accélération dans la Silicon Valley. Un programme d'accélération, c'est 3-4 mois dans une sorte d'école avec que des entrepreneurs, qui ont que des boîtes qui cartonnent dans le monde et qu'on va essayer d'accélérer, donc c'est de faire grandir beaucoup plus vite pour lever des fonds. En quelques semaines, on était parti dans la Silicon Valley. Alors pour la petite blague, le jour où on m'a dit « Elodie, tu décolles pour la Silicon Valley », qu'on m'a donné l'argent, que j'avais tout signé, j'ai découvert que j'étais enceinte et que j'accouchais juste à la fin du programme. C'était pas très grave, on est parti quand même, on s'est dit on verra bien comment on peut accoucher. Et la première conférence qu'on a eue là-bas, on nous a dit voilà, si vous voulez entreprendre, il faut que vous régliez ce qu'ils appellent un big fucking problème. Les entrepreneurs dans la Silicon Valley, les fonds, etc. passent leur temps à dire big fucking. Alors, il y en a des partout. Moi, ça m'avait un peu choqué sur les premiers slides. Mais ce qui est vrai, c'est que si vous voulez monter une start-up, même un business, la première chose à faire, c'est pas d'avoir une idée, c'est d'avoir un problème. Quel problème vous allez pouvoir régler pour les gens, pour vos clients, pour vos prospects? Un problème qui vous tient à cœur. Forcément, puisqu'on a vu juste avant qu'il fallait avoir un why et une envie de se lever chaque matin. Si moi je crois en une planète plus propre, je peux lancer une offre de service qui va aider les gens à moins jeter, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est vraiment important de s'arrêter à un problème et on va revenir sur le problème parce que il faut que ce problème, ce soit un problème que vivent les gens. Et typiquement, une planète plus propre, tout le monde, j'ai plein d'entrepreneurs qui viennent me voir en me disant oui, je veux rendre la planète plus propre, En fait, c'est pas un problème pour les gens. C'est triste, mais c'est vrai. Le problème des gens, c'est leur argent, leur temps, leur santé. Donc faites très attention quand vous vous attachez à un problème, de bien vérifier que les gens le vivent vraiment, le ressentent vraiment. Si vous dites « je vais faire une planète plus propre », vous avez une belle histoire, tout le monde va vous dire oui, oui, mais à la fin, quand il faudra choisir à la fin du mois, est-ce que je dépense chez toi ou chez quelqu'un qui me fait gagner de l'argent, qui me fait gagner du temps ou qui améliore ma santé, le choix sera très vite fait. C'est sympa l'écologie, mais ce n'est pas encore un vrai problème pour les gens. C'est triste, mais c'est comme ça. Donc vraiment s'attaquer à un vrai gros problème. Et si vous l'avez vécu, c'est encore mieux, parce que comme je vous l'ai dit au départ, il faut incarner son projet. Donc par exemple, moi aujourd'hui, j'accompagne des entrepreneurs, c'est mon why, je pense que les entrepreneurs vont changer le monde. J'en suis convaincue. J'ai monté plein de boîtes, j'ai fait plein d'erreurs, j'ai eu beaucoup de succès aussi. J'ai levé des fonds, j'ai eu la chance de partir dans la Silicon Valley. Aujourd'hui, j'ai décidé de ne plus monter une start-up, de ne pas aller chercher des fonds, parce que je pense que là où je suis bonne, c'est dans l'accélération, dans le fait d'aider d'autres entrepreneurs à réussir. Et que parmi eux, il y en a bien un qui va devenir Elon Musk quand même. Comme ça, je pourrais dire que c'est grâce à moi. Donc, attachez-vous à un vrai problème. Si vous le vivez, c'est encore mieux. En tout cas, ce vrai problème, ce gros problème, il doit faire partie
de quelque chose qui vous passionne, qui vous motive chaque matin, c'est super important. Après, il vous faut l'idée. On est bien d'accord. Pour régler un problème, il faut trouver la bonne idée. Et pour trouver la bonne idée, il y a plusieurs solutions. Vous pouvez innover, mais alors évitez de trop innover. Les idées trop innovantes que personne n'a jamais fait, ça ne marche pas. Si vous me dites j'ai pas de concurrent, Elodie, je vais dire pas de concurrent, pas de marché, ou idée déjà existante qui s'est déjà crashée, ou idée trop tôt. Si par exemple je décide de lancer aujourd'hui des boîtes de nuit dans le Web 3, probablement que je suis un peu tôt encore, puisqu'il y a très peu de gens qui arrivent à aller dans le Web 3, j'aurai pas beaucoup de gens à mes soirées. Voilà, donc ça c'est des choses qu'il faut bien réfléchir. Trop innover, c'est dangereux. Après, vous pouvez et il faut utiliser les nouvelles technologies. Plus elles sont récentes, plus c'est intéressant. Forcément, aujourd'hui, vous entendez parler d'NFT, de crypto, etc. Si vous êtes dans la tech, allez chercher les toutes dernières technologies sur la blockchain. C'est quelque chose d'intéressant, il y a des choses qui se montent. Et là, vous allez pouvoir imaginer des choses qui sont innovantes sur la base des dernières technologies où il n'y aura pas encore beaucoup de monde. Vous pouvez aussi adapter ou améliorer une idée existante. C'est tout à fait possible. Vous pouvez vous dire au quotidien, moi je vis un service de babysitting catastrophique, et ben je vais changer la donne. Je vais faire un service de babysitting où en plus je vais vous proposer du ménage, où vos enfants auront fait leurs devoirs et parleront anglais. Voilà. Vous pouvez, par rapport à vos concurrents, par rapport aux problèmes que vous rencontrez et aux offres de services que vous utilisez, essayer de rajouter quelque chose en plus qui vous rendra différent. Après, vous pouvez transposer une idée qui existe déjà ailleurs. L'ubérisation est un excellent exemple pour ça. Uber a mis ses chauffeurs en travailleurs indépendants et maintenant, il y a énormément de startups qui utilisent ce système de mettre leurs travailleurs sous forme d'auto-entrepreneurs, de travailleurs indépendants pour ubériser leur marché. Ça marche pas, c'est pas l'idée. Mais par exemple, le Fordisme, c'est quelque chose qui a été créé en copiant ce qui se passait dans une usine de moutarde. Le mec a visité l'usine, il a fait ça, on va l'appliquer à l'auto et ça va cartonner. Et il a quand même théorisé le sujet derrière. Donc tout l'enjeu va être vraiment d'avoir votre idée, de l'incarner, qu'elle règle un vrai problème et de la rendre meilleure que les autres ou de l'exécuter, c'est-à-dire de la mettre en place mieux que les autres. Et c'est ça qui va faire que vous allez pouvoir vous différencier. Et puis bien entendu, quand on parle d'entrepreneuriat, il y a souvent une prise de risque avec. Et donc savoir sauter sans savoir où on va, typiquement quand on a décollé dans la Silicon Valley sans savoir où je pourrais accoucher, c'était un risque. Est-ce qu'il était mesuré ou pas, je vous laisse en décider. Mais on l'a pris parce qu'on ne pouvait pas, de notre point de vue, se gâcher cette opportunité de vivre ce qu'on allait vivre là-bas. Après, il vous faut un gros marché. Soyons très clairs, si vous allez sur un marché qui est déjà saturé, je prends l'exemple du service à la personne, aujourd'hui c'est compliqué d'innover. Donc voilà, il faut aller chercher des marchés. Donc, quand on dit marché, c'est des clients qui dépensent de l'argent pour du service. Donc on va avoir le marché de la pomme de terre, le marché des légumes, on peut avoir le marché du service. Et mieux vaut aujourd'hui aller dans des marchés qui démarrent, soit parce qu'il y a des nouveaux besoins qui se créent, par exemple, je reparle encore des crypto-monnaies parce que c'est ou du Web3 ou des NFT parce que c'est vraiment quelque chose qui est en train de naître aujourd'hui et qui crée un nouveau marché, ou un marché qui est vraiment innovant, une nouvelle technologie qui arrive, l'intelligence artificielle, la blockchain, etc. Et du coup, de nouvelles opportunités de créer des choses se créent. Et puis, il faut faire aussi attention aux marchés qui sont inexistants. Et un marché inexistant, il y en a beaucoup. C'est-à-dire qu'on pense avoir une bonne idée, on pense qu'on a un gros marché, qu'on a beaucoup de clients, et en fait, pas vraiment. Je vais vous donner un exemple. J'accompagne depuis très longtemps une boîte qui s'appelle Pixo. Et Pixo, ils font des emballages réutilisables. Donc en gros, quand vous irez au McDonald's, au lieu d'avoir des emballages qu'on jette, vous aurez des emballages qui seront nettoyés. Donc la mission, le why de Pixo, c'est plus de plastique, plus d'emballages jetables sur Terre d'ici 2050. Il y a une loi qui est passée, au 1er janvier 2023, il n'y aura plus d'emballage jetable dans les restaurants. C'est quand même une opportunité de dingue. Ils ont levé 11 millions d'euros. Sauf qu'en France, on préfère payer les amendes plutôt que changer les choses. Et on se retrouve aujourd'hui à avoir levé 11 millions, à avoir une super idée, un super why et un marché qui n'existe pas, tout simplement parce que nos clients ont trop peur de faire peur à leurs clients et préfèrent se dire on verra bien ce qui me tombe dessus, si le gouvernement me fait payer ou pas, et là je verrai si je change. Conclusion, on se prend 2, 3, 4 ans dans la figure. Si on rajoute la guerre en plus qui va potentiellement reculer la loi parce qu'on ne va pas pouvoir imposer aux restaurateurs de devoir
assumer le prix des matières premières et en plus d'avoir de la vaisselle réutilisable qui coûte beaucoup plus cher que la vaisselle jetable aujourd'hui, hein, c'est vraiment ça le problème pour eux, eh ben, on n'y arrivera pas. Donc typiquement, on se retrouve sur une start-up avec une super bonne idée, une super équipe, mais un marché qui n'existe pas. Donc ça, il faut vraiment faire attention à ça. Est-ce que vos clients vont être vraiment prêts à payer pour ça? La compétition, c'est quelque chose d'assez dur. Donc, regardez vos concurrents, ne gardez pas vos idées pour vous, parlez-en un maximum autour de vous-même, allez à la rencontre de vos concurrents. Moi, je bosse pour un de mes concurrents, c'est assez génial. N'ayez pas peur. Venez vraiment vous nourrir des concurrents. Les concurrents vont vous donner tout ce dont vous avez besoin pour être créatif. De ce qu'ils font eux, vous allez pouvoir imaginer ce que vous allez faire vous, non pas pour être meilleur, parce que ce n'est pas une course à être de l'excellence, mais pour être unique. Pour faire que finalement, c'est vous qu'on va choisir plutôt que quelqu'un d'autre, non pas parce que vous avez mieux développé votre technologie, par exemple, parce que finalement le client, il ne le voit pas, mais juste parce que vous aurez ce petit truc en plus qui fait qu'on vous préfère. Donc, recherchez à être unique, recherchez à être vous, recherchez à être authentique, c'est quelque chose qui peut aujourd'hui vraiment faire la différence. Et quand on commence à travailler avec des grosses startups sur des univers très concurrentiels, qu'est-ce qu'on fait ? On crée du contenu, on met les tripes sur la table, on montre qui on est et on montre à quel point on est unique, nos équipes sont uniques et ça fait la différence. Donc on rentre aujourd'hui dans une ère du contenu, on en reparlera, et ce contenu aujourd'hui les gens veulent des gens vrais, ils veulent plus des marques, c'est fini. Ils veulent entendre les dirigeants parler, les équipes parler, les gens se raconter, les gens dire des choses vraies. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'important. Après ça ne veut pas dire qu'il faut mal faire votre boulot. Hein. Alors, comment on fait quand on veut penser grand, quand on veut construire quelque chose de gros? La première chose, c'est de commencer petit. Parce que si vous voulez vous attaquer sur Mars tout de suite, je suis désolée pour vous, mais ça ne va pas marcher. Les technologies ne sont pas au point. Le marché n'existe pas encore, hein, parce que je pense que si on demande aux gens, ceux qui sont prêts à décoller demain sur Mars, ça ne marche pas encore. Donc, moi, mes conseils, c'est déjà trouver votre why. Il y en a qui mettent des vies à les trouver, donc... cherchez-le, c'est important. Il y a un petit exercice japonais qui s'appelle l'Ikigai, vous pourrez regarder sur Google, qui vous permet de trouver finalement ce why en étant au croisement de ce que vous savez faire, de ce que vous aimez faire et de ce dont le monde a besoin. Voilà, moi j'aime beaucoup cet exercice, parce que quand on le fait vraiment bien, on arrive à des choses assez intéressantes et ça peut évoluer, bien entendu. Mon why quand j'ai commencé, c'était pas du tout le même qu'aujourd'hui, donc soyez à l'aise avec ça, vous pourrez faire évoluer votre entreprise en faisant évoluer ce que vous êtes vraiment et ce que vous voulez vraiment faire. La deuxième chose, c'est apporter de la valeur. Les bons entrepreneurs aujourd'hui, ce n'est pas des entrepreneurs qui gardent tout pour eux. C'est des gens qui donnent. On appelle ça des givers. Plus on va donner de son temps, plus on va donner du contenu, plus on va mettre à disposition des choses qu'on sait, qu'on veut partager, plus les gens vont vous apprécier et vont revenir vous voir quand ils auront besoin. Le côté où on gardait tout dans un coffre-fort comme si c'était ultra secret, c'est fini maintenant. Les réseaux ont complètement fait exploser tout ça. Aujourd'hui, moi, tous mes contenus seront accessibles pour tous mes clients et tous mes prospects. L'intégralité de ce que je fais, de ce que je dis, de ce que je raconte, de ce que je pense, de ce que je lis. Et au début, je me suis dit, bon, Élodie, en fait, n'importe qui peut faire ton job. Ça s'appelle le biais de la connaissance. C'est qu'en fait, c'est pas parce que quelqu'un a accès à tout ce que vous savez qui va savoir ce que vous savez faire. Donc n'ayez pas peur de ça. Parlez de ce que vous aimez, formez les gens, donnez-leur des conseils qu'ils peuvent appliquer tout de suite par rapport à ce que vous faites. Et vous verrez, ils vous en seront très reconnaissants. Et souvent, ils vont vous dire, bon, en fait, c'est super ce que tu me racontes, mais je crois que je vais avoir besoin de toi pour le faire. Il y a plein d'influenceurs aujourd'hui, notamment sur LinkedIn, qui sont très bons là-dessus. Vous pouvez suivre Nina Ramen, que j'adore. Elle fait du copywriting et elle donne l'intégralité des infos pour se lancer dans le copywriting et savoir écrire un post LinkedIn à la perfection. Elle donne les liens des posts à recopier, elle donne les idées, elle donne des templates de titres. Avec elle, on peut tout faire. Et aujourd'hui, il y a 6 mois d'attente pour bosser avec Nina Ramen. Et elle a décidé de ne bosser que 4 heures par semaine. C'est son choix, mais ça fonctionne. Et en créant du contenu, vous allez avoir des gens qui vont vous suivre. Et ces gens-là, il faut les réunir en communauté. Si on prend l'exemple de LinkedIn, aujourd'hui, 90% des gens sur LinkedIn ne font que lire. Ils ne likent pas, ils ne parlent pas. Donc tous ces gens-là, ne les négligez pas, ils sont importants, parce que potentiellement, c'est vos clients. Et puis après, il y a les 10% restants qui vont liker, qui vont commenter.
Et ce que vous devez arriver à faire, c'est que vos posts soient suffisamment engageants, ce que vous racontez suffisamment intéressant pour que les gens parlent entre eux. Le jour où dans vos commentaires, les gens commencent à échanger sur ce que vous racontez tout seul, sans que vous ayez besoin d'intervenir, vous avez créé une communauté. Et là, c'est super, parce qu'il vaut mieux avoir une vraie communauté engagée que des millions d'euros, parce que le jour où vous lancez un produit, un service, où vous faites quelque chose, vous avez des gens qui vous écoutent vraiment, qui vous donnent du vrai feedback et qui vous permettent de vous lancer. Donc le contenu, la communauté, par rapport à des choses qui vous tiennent à cœur, pour moi, c'est le secret du Start Small avant même d'avoir imaginé à une offre, un produit ou un service. Bon, on commence petit, mais après, mon job, moi, c'est l'accélération de business, donc il faut quand même aller vite. Donc, n'imaginez pas que pour commencer, il vous faut un nom, un logo, un site, des cartes de visite, ça je le vois encore. Attends, mais j'ai pas mes cartes de visite, je peux pas lancer mon job. Non. En fait, vous avez besoin de rien de tout ça. Vous avez juste besoin de parler à vos clients. Sortez dans la rue, posez-leur des questions, appelez-les, discutez avec eux. Ça, c'est vous lancer. Et peu importe si vous avez rien à montrer, c'est pas grave. Vous dessinerez, on le verra tout à l'heure, sur un morceau de papier ce que vous imaginez pour eux. Le sujet, c'est vraiment d'écouter ses clients. Ensuite, une fois que vous les avez écoutés, il faut analyser ce qu'ils vous disent et voir comment vous pouvez répondre à leurs problèmes, comment vous pouvez répondre, mais vraiment de façon très spécifique, très pointue. Nous, en marketing, on parle beaucoup de persona. C'est-à-dire que quand on parle à ses clients, on va pouvoir se dire, tiens, j'ai la maman, 40 ans, 3 enfants en bas âge, j'ai le jeune homme, 28 ans, qui sort premier job, qui veut acheter sa voiture, j'ai le couple de seniors. Et à chaque persona, des besoins différents. Mieux vous connaîtrez vos personas, et vraiment dans le détail, mieux vous pourrez proposer quelque chose qui leur correspond au millimètre. Et c'est ça qui est important. Parce qu'une fois que vous avez trouvé exactement ce qu'il faut, les clients viennent tout seuls à vous, en fait. Donc, pour trouver, il faut tester, il faut analyser. Moi, je dis souvent qu'on peut lancer une landing page. Très simplement, vous allez trouver des structures de landing page pour vendre vos produits, vos services qui sont accessibles sur Internet. Je fais un atelier juste après si vous voulez venir voir là-dessus. Derrière, vous faites ça sur un outil comme Notion qui est complètement no-code, qui demande zéro connaissance et qui vous donne un lien. Et vous envoyez ce lien à peut-être 10, 15, 20 personnes et vous voyez le feedback. Et ils vont vous dire, là je le sens pas, là j'aurais préféré que tu fasses ça comme ça, là c'est un peu cher. Et vous voyez ce que ça donne. Et comme ça, vous êtes agile, vous testez, vous analysez, vous corrigez, vous expérimentez. La troisième chose, c'est de vous remettre en question. 90% des entrepreneurs n'acceptent pas le feedback. Aujourd'hui, j'ai fait le calcul avant de venir, je refuse 9 entrepreneurs sur 10 qui me demandent de les accompagner pour la simple et bonne raison qu'ils sont incapables d'entendre ce que je vais leur dire. J'avoue, je ne suis pas toujours très sympa et un peu cash, mais s'ils ne sont pas capables de changer, moi, je ne pourrais pas les accélérer. Pour accélérer, il faut accepter de tout désapprendre. Il faut accepter de repartir à zéro. Il faut accepter que tout ce qu'on sait, potentiellement, c'est faux. Et qu'aujourd'hui, ça peut être fait autrement. Et ça, être capable de prendre le feedback, c'est hyper important. Et souvent, quand vous entendez dire que votre landing page, elle est nulle, que votre service, il est nul, que votre offre, elle est à côté de la plaque, la première réaction qui se passe, c'est que vous avez envie de bouder et puis de sucer votre pouce et de dire tout ça pour ça. Alors, je vous rassure, déjà, si vous n'avez pas fait de site internet, de logo, de marque, de machin, c'est déjà moins difficile à encaisser que si vous avez travaillé 2 ans tout seul à monter tout ça. Mais c'est vos émotions qui prennent le dessus. Donc laissez-les faire, laissez votre corps vous dire qu'il n'est pas content, mais gardez en tête ce feedback et puis quand vous aurez fini de ruminer, vous réfléchirez à ce qu'on vous a dit, vous verrez si c'est intéressant de faire progresser votre offre à ça. Mais être entrepreneur, c'est prendre des coups, c'est prendre du feedback, c'est pas agréable, c'est pas sympa. Et c'est pour ça que beaucoup de gens aujourd'hui ont peur d'aller parler à leurs clients parce que s'ils me disaient ce que je fais, ce serait pas facile à encaisser. Sauf que le jour où vos clients vous disent que ce que vous faites, c'est parfait, le jour où les clients ils arrivent et que vous n'avez plus besoin de prendre votre téléphone, le jour où vous leur dites « désolé, pas avant 6 mois », vous serez super content et vous pourrez choisir vos clients, faire ce que vous aimez vraiment. Et franchement, c'est sympa. Il y a quelqu'un que j'adore qui s'appelle Walt Disney. Et Walt Disney, il a Think Big tout de suite, mais sur une serviette en papier. Donc, comme quoi, on n'a pas vraiment besoin d'une carte de visite, d'un logo et d'un site. Il a designé en 1957 l'intégralité de Disney et comment allait fonctionner Disney. Des parcs Disney, du merchandising Disney, des films Disney, des publications, des comics. Tout est écrit
sur un bout de papier. Et aujourd'hui, nous sommes en 2022, et quand quelqu'un rentre chez Disney, on lui remet ça, et on lui dit, voilà, ce qu'il faut suivre chez Disney, c'est écrit là. Tout le why de Disney est là, toute la stratégie de Disney est là, et rien ne bouge depuis 1957. Vous avez un entrepreneur qui a vu très grand, qui a pensé au-delà de sa personne, au-delà pour les générations futures, et qui a imaginé quelque chose de très ambitieux qui est toujours suivi. Tout le monde n'est pas Disney, mais faites l'exercice, il est super intéressant de se dire, ok, aujourd'hui, ma compétence, c'est le marketing, le design. Qu'est-ce que je pourrais imaginer pour moi, pour les autres, pour les générations futures? Les entrepreneurs, moi, que j'accompagne, qui vont à la levée de fonds, je leur dis, si vous ne racontez pas une histoire qui change le monde pour les générations après vous, vous êtes perdus. Pourquoi? Entreprendre, c'est difficile. Si j'entreprends juste pour ma trésor de la fin du mois ou pour mon chiffre d'affaires de l'année prochaine, déjà, c'est ennuyeux. Et surtout, c'est difficile puisque je passe d'étape en étape. Mais si je vois très loin, si je vois après moi, si je construis pour les générations futures en voulant laisser une trace, ma trésor de la fin du mois, c'est plutôt en détail. C'est pas grave. Je vais licencier, peut-être ce sera pas facile si on passe un mauvais moment. Je vais quitter ma boîte, je vais remonter quelque chose. Je vais laisser derrière moi les gens qui me polluent et je vais remonter quelque chose qui me correspond et qui va changer le monde. Croyez en vous, voyez loin. C'est vraiment ce que moi je voudrais que tout le monde puisse retenir aujourd'hui. Et ça marche dans l'entrepreneuriat, mais ça marche dans l'éducation des enfants, ça marche dans vos vies perso, ça marche dans un peu tout. Voilà, je ne sais pas si j'ai tenu le timing, mais en tout cas, je suis disponible pour répondre à toutes vos questions. Si vous voulez entreprendre, vous lancer, accélérer. Et à la fin des questions, je vérifie que j'ai plus de 10 personnes qui veulent lancer leur boîte. Oui. Tu parlais des marques tout à l'heure. Tu crois plus dans les marques? Non, je crois dans les gens. On va pas les... Il y aura toujours des marques, c'est important. Mais je pense qu'aujourd'hui, quand tu te lances, tu ne peux pas lancer une marque. C'est beaucoup de choses. Tu prends des Chanel, sont incarnés par des gens qui sont là depuis bien avant nous et qui resteront dans la tête des gens bien après nous. Apple, ils ont inventé quelque chose qui, pareil, va rester longtemps et est là depuis longtemps. En fait, je pense que si tu te lances, ce n'est pas le sujet. Une fois que tu seras lancé, que tu auras réussi à faire quelque chose d'important, que tu auras une équipe, etc., tu pourras lancer une marque et embarquer derrière ta marque ce que tu es et tous les gens que tu auras embarqués. Finalement, la marque, c'est quand tu as ta communauté, quand tu as tes clients et que vraiment tu es parti. Mais aujourd'hui, regarde tous les entrepreneurs qui réussissent, ils gèrent d'abord leur personal branding. Tu vois? Et je pense que les communautés, les réseaux sociaux, il y a tellement de fake, les gens en ont marre des pubs, on change la façon de consommer aujourd'hui, on veut de l'authentique. Moi, je le vois tous les jours. Les gens veulent des vrais gens, les gens veulent acheter vrai. Donc, quand tu es une personne, c'est plus facile à faire que quand tu es une marque. Bien sûr, et on continuera à acheter des marques quand même, mais c'est vraiment dans l'idée de se lancer, en fait. Voilà. Bonjour, je m'appelle Esther. Merci déjà beaucoup pour la conférence. Je suis CEO d'un start-up de la mode éco-responsable. Avec mon CTO cofondateur, on est en train de développer un logiciel et il m'a proposé récemment de le faire en open source. Et comme tout à l'heure, vous avez parlé comme on peut tout publier comme ça au public et tout. Et là, en fait, j'hésite parce que quand même pour l'entreprise, quand même c'est bien de garder un peu notre propre technologie ou comme ça. Du coup, je veux savoir en fait comment vous pensez sur l'open source et tout. Moi, je suis pour l'open source. Je pense qu'à partir du moment où tu changes le monde, il faut partager au maximum pour que d'autres puissent le faire. Je pense que tu feras des merveilles avec ta techno, mais d'autres pourront faire des choses impressionnantes aussi. Et ça pourra te nourrir, ça pourra te challenger aussi. Je vais vous donner l'exemple de Notion. Notion, c'est une page blanche. Quand on m'a dit « connecte-toi sur cette application », j'ai eu peur parce que moi, la page blanche, ça ne me plaît pas. Notion, ça permet de tout faire aujourd'hui. C'est assez impressionnant, c'est assez puissant. Et ils sont revenus à quelque chose d'extrêmement simple. C'est juste un planning, un texte 1, 2, 3, de l'italique. On peut quasiment rien faire de très créatif sur Notion. En tout cas, on a l'impression. Mais les gens dans le monde entier se sont mis à créer des templates. Aujourd'hui, si tu veux visualiser, tu as un template Notion pour visualiser. Si aujourd'hui tu veux
te mettre des objectifs personnels, tu as un template. Si tu veux gérer ton budget dans ta startup, tu as un template. Si tu veux lancer une landing page, tu as un template. Tout ça gratuitement. Du coup, tout le monde utilise Notion. Et Notion grossit, se valorise. Voilà. Pour moi, c'est vraiment l'avenir. Après, c'est une conviction personnelle, hein, mais que garder pour soi, être égoïste, c'est fini. Il faut, voilà. Après, il y a des brevets, et soyons clairs, hein, l'idée, c'est pas non plus d'aller mettre la technologie d'une molécule et de la rendre accessible à tout le monde, mais sur ce qu'on développe en ligne, typiquement la blockchain, tout ça, etc., open source, les gens ont besoin de s'attribuer, de voir, d'apprendre, et ils vont progresser ensemble. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Dans ceux qui voulaient lancer un business, vous n'avez pas de questions de comment faire ou... Ok. Moi, en fait, je viens de créer une société en mai 2021. Et bon, c'est un petit challenge là. Et le but, c'est une sorte de service. C'est que j'aide les gens à trouver du travail. En fait, je mets en relation. C'est plutôt je réponds à un besoin important qui est au niveau de la rédaction web. C'est beaucoup demandé aujourd'hui. Et donc, comme vous disiez au début, il faut répondre à un besoin important. Donc là, je suis en train de monter ce site avec une agence. Mais c'est pas évident parce que là, je suis vraiment dans mes débuts et je voudrais faire plein de choses, proposer plein de besoins, en fait, répondre à des besoins de formation, etc. Par exemple, parce que ça va arriver à un moment donné. Et des outils aussi pour les aider dans la rédaction web. Mais comment je peux faire? Est-ce que je mets tout de suite les formations en ligne, pour répondre tout de suite à leurs besoins, ou alors, voilà, est-ce que je suis un petit peu perdue, quoi. Je pense que ça va bien se développer, mais je ne sais plus comment faire. Là. Merci. Alors, j'espère qu'il n'y a pas de dirigeant d'agence là. Moi, j'ai eu une agence pendant 15 ans. Maintenant, je pense que l'agence, c'est tout ce qu'il ne faut pas utiliser quand on se lance. Il faut faire soi-même. Si tu attends que ton agence mette en ligne ta formation, ça va être long. Il y a tellement d'outils hyper simples, et je reciterai Notion. Tu peux lancer ta formation en 4 minutes et l'envoyer au client qu'on a besoin. Tu peux la saisir sur une page, mettre un lien pour la payer derrière avec Stripe ou même juste t'appeler, et elle est lancée. Il n'y a aucune raison de procrastiner pour lancer une offre, à moins de ne pas être convaincu. S'il y a un besoin, il faut le couvrir tout de suite. Et il faut tester tout de suite. Donc si tu penses qu'il y a un besoin de formation, mais propose tes formations, envoie les liens à chacun de tes clients qui te le demandent, prends leur feedback, optimise et vends-les. Et puis tu arrêteras de les publier quand tu auras trop de boulot et que tu n'arriveras plus à délivrer. Mais avant, il faut... Oui, mais si tu n'as pas de clients, tu n'as pas de besoin. C'est ce qu'on appelle un business avec un chicken and egg problem. C'est que tu as deux cibles. On ne sait pas de qui est arrivé avant, la poule ou l'œuf, mais il faut s'occuper des deux. Et donc, tu dois créer du contenu pour tes clients qui vont t'acheter ta prestation et pour les gens qui vont l'utiliser. Donc, il faut que les deux convergent. Donc, toi, tu dois écouter ce que les gens qui vont payer ont besoin, remonter ça aux différents prestataires qui vont pouvoir porter ça pour qu'ils aient la formation qui colle et que toi, tu puisses la matcher au bon moment, rapidement, efficacement. Au début, c'est du sur-mesure. J'ai tel besoin, qui peut y répondre? Si personne ne peut y répondre, qui peut s'adapter? Peut-être passer les micros. Attends, tu peux répéter avec le micro, merci. La personne me demande quelle est la différence avec un DRH. Donc en fait, moi, je suis un peu experte dans la rédaction web, puisque j'ai une formation de rédactrice, j'ai bossé un petit peu dans des journaux, donc je connais un petit peu ce milieu-là. Donc j'ai un œil en fait d'experte pour aller voir, pour dire, voilà, lui, ça peut être un bon rédacteur web. Et au niveau des clients, bien répondre à leurs besoins. Donc c'est plutôt dans ce sens-là, en fait. Et c'est pour ça, par rapport au site, je ne sais pas si c'est moi qui dois me mettre en avant, en me disant, voilà, je suis un petit peu experte, je ne sais pas du tout. Ou moi, alors...
Pourquoi tu as décidé de faire de la mise en relation et pas de faire toi? Et pas de faire? Et pas de faire toi. Puisque tu sais faire, pourquoi est-ce que tu as décidé d'orienter ton entreprise vers de la mise en relation entre les gens qui font et les gens qui ont besoin? Parce que, à un moment donné, j'ai plus trop envie de rédiger. Du coup, là, je rédige un petit peu de temps en temps comme ça, mais je me dis, si je peux aider les gens, justement, parce que pendant la période du confinement, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de gens qui voulaient se reconvertir aussi, et notamment dans la rédaction web. Donc je me dis, il y a un énorme besoin là, donc pourquoi pas créer une société dans ce sens-là, finalement. Ouais, moi je vois pas le problème. Le problème, qu'est-ce que tu règles comme problème? Aujourd'hui, la formation, c'est gratuit en France, il y a des centaines et des centaines d'offres, c'est très concurrentiel. Et j'entends que tu n'as plus envie de faire ça. Donc, est-ce que tu incarnes vraiment ça? Est-ce que c'est vraiment ton truc? Moi, je ne suis plus trop rédigée, non, parce que... Voilà. Mais par contre, je peux aider les rédacteurs, les jeunes rédacteurs là, qui arrivent, et leur dire, fais attention, je peux donner des conseils, plutôt dans ce sens-là. Mais moi, je ne vois pas ton why. Le why, c'est de répondre à ce besoin des gens qui veulent se reconvertir, et de les aider, puisque là, en ce moment, c'est vrai qu'on est dans une période de crise. Donc, si je peux aider dans ce sens-là, pourquoi pas aussi? Ça serait plutôt ça pour le why. Mais du coup, tu n'as pas besoin de trouver forcément les formateurs. Tu peux les mettre en relation avec tous les organismes de formation qui existent en pointant les bonnes formations. Aussi. Est-ce que c'est vraiment un business, du coup? Le business, ça serait... Alors, j'ai fait un mini-business l'année dernière, justement. Donc, en fait, le business, ça serait un porteur d'affaires, je pense. Et est-ce que ça apporte vraiment de la valeur? J'attendais pas forcément de réponse, mais voilà, la valeur, pose-toi la question. C'est d'aider les gens à devenir... Alors après, il y aurait peut-être aussi, ça a peut-être évolué, voilà. On fournit des missions à des rédacteurs web qui, ont des difficultés à trouver des missions, par exemple. Et après, peut-être des gens nouveaux qui sont là, qui veulent se reconvertir. Alors ça évoluerait peut-être dans ce sens-là. Il y a beaucoup de choses dans ce que tu dis. Je pense que pour mettre en relation les gens, il y a des maltes, il y a énormément de gens qui existent. Les rédacteurs web qui n'ont pas de boulot, ça m'inquiète un peu. J'ai pas envie de travailler avec eux et peut-être pas envie que tu me mettes en relation avec eux. Je sais, mais c'est dommage parce qu'il y en a qui savent. Il y a des jeunes rédacteurs qui savent bien rédiger et on leur dit non. Si tu sais bien rédiger aujourd'hui, tu fais du contenu, tu es visible et tu as des clients. Parce que la base de la rédaction web, c'est la création de communauté. Ouais. Et moi, quand je forme mes entrepreneurs dans les écoles, que ce soit HEC, Léonard de Vinci, ou même quand je fais du pro bono avec tout jeunes, la première chose que je leur dis, c'est créer du contenu, devenez copywriter et après, vous réfléchirez. Si tu me dis que les jeunes sont copywriters, savent écrire, mais n'ont pas de communauté et ne savent pas se vendre, pour moi, ils sont mauvais. Donc, il faudrait les aider dans ce sens-là, leur dire de créer aussi une communauté. Moi, je pense qu'il faut que tu réfléchisses à ce que toi, tu as vraiment, vraiment envie de faire, où est vraiment ton expertise, et voir ce que tu peux vraiment apporter. Parce que aider les gens, c'est chouette, mais tu peux le faire en pro bono. C'est pas forcément quelque chose pour lequel tu vas être payé, comme je te disais au tout début de la conférence. Pourquoi les gens veulent être payés? Aujourd'hui, moi, si tu me contactes sur LinkedIn et que tu me demandes 3 rédacteurs web, je te les recommande, mais je te fais pas payer. Moi, je pense... ça marche beaucoup comme ça sur LinkedIn. Il y a même des recruteurs qui payent des gens pour les remercier de leur donner un contact. Oui, ça marche pas. C'est un business qui marche. Ouais, vous pensez que ça marche pas? Je bosse dans le recrutement avec certaines boîtes qui ont du mal à recruter et je pense que c'est à partir du moment où tu payes pour aller chercher de la valeur, c'est fini. C'est une mauvaise boîte. Les gens veulent de l'authenticité. Donc je rejoins une boîte pas parce que tu m'as convaincu, parce que tu as 100 € derrière, mais parce que tu sais que c'est mes valeurs qui correspondent. Un rédacteur, je pense à mon avis, quelqu'un qui a besoin de travailler, il va pas se prendre la tête, il va se dire faut que je trouve une agence en ligne pour trouver des missions. Il va pas réfléchir, il faut que je crée une communauté, il faut que je fasse plein de trucs et tout. D'accord, mais bon, je sais pas. J'ai une autre vision, moi. Pas être d'accord, mais j'ai une autre vision. Très intéressant en tout cas, bon courage. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres business qui se lancent avec des idées? Ah, chouette. Vous pouvez donner le micro. Bonjour. Je voudrais seulement me poser une question. Où est-ce qu'on peut trouver les cofondateurs? C'est très important, mais je ne vois pas trop où on peut le trouver. C'est pas facile, c'est vrai. Surtout en ce moment où on sort moins. S'associer, c'est un vrai mariage. En principe, on commence par se planter, se prendre des grosses claques. Moi, j'ai des associations qui ont très mal fini. Finalement, j'ai fini par m'associer avec mon mari, donc je prends un peu moins de risques.
On trouve des cofondateurs dans les événements, dans les gens qu'on fréquente au quotidien. On s'associe surtout pas comme ça. Au début, moi, ce que je conseille, c'est vraiment de créer des offres communes. De dire, tiens, regarde, je bosse avec un tel et on va faire un truc. Parler de formation, typiquement, moi, j'ai monté une formation pour poneycorn. Avant de devenir licorne, on est une poneycorn. Et je l'ai montée, moi, la paperasse, ça m'intéresse pas. Alors, Calliope, CPF, machin, je m'évanouis. Et donc, j'ai une copine qui fait ça super bien. Et donc, elle fait tous mes dossiers. Et on a réparti la marge de la formation. Mais on n'est pas associés. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'associera pas un jour pour monter un truc un peu différent en formation. Donc voilà, l'idée, c'est plus ça. C'est trouver des gens avec qui tu as envie de travailler, avec qui tu peux créer des offres qui ont de la valeur, voir si ça marche. Et puis peut-être qu'un jour, tu auras envie de t'associer ou pas et que tu n'en auras pas besoin. Après, l'autre difficulté, c'est quand tu veux développer un produit technique, que tu as une idée et que tu ne sais pas faire. Et là, c'est un peu le problème de 90% des entrepreneurs aujourd'hui, de chercher de la tech. Mon problème, c'est un peu rester de l'autre côté. Je préfère la partie technique que la partie visuelle, la partie marketing et tout ça. Bah, c'est effectivement travailler avec des gens qui font ces parties-là et voir comment vous pouvez créer des offres ensemble. Moi, je travaille avec une développeuse. Elle n'a pas du tout envie de se montrer, de faire un market, de la com. Et moi, je vends et elle fait derrière. Donc, voilà. Faut que tu... Mais franchement, si tu es du côté tech, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de toi aujourd'hui. Si, je confirme. Je sais pas, mais j'espère. si. Fais du contenu, montre-toi, tu vas voir. Tu vas être un lead magnet. C'est ça ma difficulté, j'aime pas de me montrer. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres business qui se lancent ? Bonjour, moi j'étais juriste en cabinet d'avocats et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes qui ne voulaient pas venir voir les avocats pour X raisons. Donc j'ai toujours aimé le droit du travail, c'était la seule matière où j'ai été douée depuis la fac et j'aurais voulu démocratiser le droit du travail, mais justement en utilisant la technologie. J'ai été quittée professionnellement par mon CTO. En plein prototype, donc je me suis mise à coder et j'aurais voulu vraiment lancer un premier prototype, quitte à ce qu'il soit pourri, mais mettre quelque chose dans les mains des gens en disant voilà comment l'améliorer, qu'est-ce que vous en pensez, parce que le droit du travail est très complexe, mais je pense qu'on peut partir de quelque chose. Moi j'avais un peu une tête de mathématiques quand j'étais chez moi, je viens de la Roumanie, et pour moi c'est 80% du droit, on peut l'automatiser, et à 20% c'est l'humain, et on va voir après, en faisant des gens les 80. Pourquoi ce serait pas toi le prototype ? T'es hyper scalable, ça fonctionne, il n'y a pas de bug et tu te lâcheras pas toi-même. Hein. Mais fais juste du contenu et laisse les gens te poser les questions, réponds-y. Juste ça. T'as pas besoin d'automatiser, t'as pas besoin de tech. Tout est dans ta tête. Très bien. Et moi, ce que je te proposerais, c'est de te créer un autre cerveau sur Notion, qui te permet de créer une base de données. À chaque fois que tu as ou sur Airtable, tu vois, mais à chaque fois que tu as une question, tu la listes, tu la références, tu y apportes la réponse. Dans 2 ans, allez, dans 6 mois, quand tu auras répondu à 450 personnes, tu auras une petite base de données. Tu vas savoir les sujets qui intéressent les gens et tu pourras lancer quelque chose et le monétiser. Fais une newsletter. Les gens te posent des questions, réponds-y en newsletter. Cherche pas un produit. Ton produit, il viendra quand tu n'arriveras plus à délivrer toi. Et que tu sauras exactement ce qu'il faut que tu fournisses aux gens. Est-ce que c'est une FAQ? Est-ce que c'est une intelligence artificielle? Mais pour l'instant, tu as la connaissance, partage-la. Pour moi, en plus, c'est vachement plus intéressant de monter un produit que personne ne va utiliser. Voilà, amuse-toi bien. Bonjour Elodie, bonjour. À tous. Donc je m'appelle Florent, je suis un petit peu dans cette démarche d'entreprendre après un petit peu plus de 10 ans de travailler dans la restauration, donc de changer de vie. Donc j'ai pris connaissance un petit peu de tout ce que vous avez préalablement expliqué, mis en avant. Mais c'est un petit peu une question vague, mais quel est, donc moi qui est dans cette position de devenir entrepreneur et de faire parvenir mon idée, quelle est votre plus grande, comment dire ça, recommandation ou pas spécialement recommandation, mais Aujourd'hui, tu es dans la restauration ? J'ai quitté mon emploi, ouais. C'est le secteur le plus en
tension dans le monde. Donc en gros, tu es la personne la plus demandée par le plus de patrons du monde. Donc tu as un potentiel de malade à monter quelque chose. Non, et tu veux faire quoi? C'est quoi ton why? Je reviens un petit peu à ce que disait madame justement. C'est de reconnecter un petit peu le monde du travail. Okay. De fil en aiguille, quand on voit par exemple dans des boulangeries toutes ces petites annonces qu'on peut voir. Je sais qu'il y a déjà un marché qui est déjà et qui prend de plus en plus d'ampleur, mais vous dans cette expertise de créer un business qui est dans notre tête à nous personnellement, mais quelle est votre plus grande recommandation pour justement se lancer dans cet univers-là et de vouloir entreprendre et de changer de vie? Si tu es dans la restauration, en tout cas les boulangeries, etc., quand je travaille avec ces gens-là, Instagram est un bon levier, ils sont plus présents que sur LinkedIn. Déjà. Mon premier conseil quand on se lance, c'est de se créer une communauté, donc de créer du contenu. Comment tu pourrais aider ces gens-là aujourd'hui? Qu'est-ce que tu pourrais leur apporter qui les aide? Et comment tu pourrais rendre ça sympa sur Instagram? Comment tu pourrais être la personne qu'on suit sur Insta parce qu'on a tous les bons conseils quand on est artisan pour recruter, par exemple, tu vois, une façon de présenter une annonce, tout ce que tu peux transmettre est intéressant à transmettre, donc fais-le. Et une fois que tu vas avoir 50, 100, 150 personnes qui te suivent, tu vas pouvoir réfléchir à ce que tu vas pouvoir leur proposer. Tu vas les écouter, tu vas avoir leurs besoins, tu vas comprendre leurs problèmes. Et là, tu vas pouvoir leur proposer quelque chose de dédié. Soit à travers un produit tech, parce que peut-être que lancer une plateforme de recrutement juste pour ces gens-là, c'est une super idée. Je ne connais pas ton idée, donc vraiment, ou alors peut-être faire du service, ou alors devenir toi-même recruteur et chasseur de talent pour ces personnes-là. Mais tu vas savoir en les écoutant. Les clients, les prospects ont la solution pour vous. Et même pour toi, sur le côté copywriting, écoute-les, parle-leur. Moi, j'ai raison sur rien. C'est vraiment quand on parle aux gens qu'on comprend ce dont ils ont besoin. Est-ce que c'est de la formation? Est-ce que c'est du conseil? Est-ce que c'est des clients? Là où je mets un truc, c'est quand c'est des clients, c'est pas forcément facile de réussir. Voilà. Et si tu te lances dans le recrutement, par exemple, c'est très difficile aujourd'hui. Ouais, mais il y a un vrai pain. Et les gens qui, comme les entrepreneurs, qui veulent rejoindre des boîtes aussi avec un why. Je te donne un exemple. Aujourd'hui, dans les startups dans lesquelles je travaille, on n'arrive pas à recruter. C'est très, très difficile. Notamment des gens dans la tech. Personne n'envoie son CV. Alors en plus, si on est une nana avec des gamins, on ne postule pas. Et donc, avec le DRH, on s'est dit comment on pourrait faire pour réussir à recruter mieux que les autres. On s'est dit, tiens, on va recruter inclusif. On va dire que chez nous, les mamans peuvent venir travailler, que l'apéro du mercredi soir, c'est en fait un déjeuner le mardi midi, qui t'empêche de... on va s'intéresser à tous les gens qui sont un peu neuroatypiques, les autistes, les troubles de l'attention, tous ces gens à qui on ne parle pas souvent, et on va faire un truc un peu sympa. Et donc, j'ai fait une étude avant, tu vois, et en fait, je me suis rendu compte que toutes les boîtes, toutes les startups essayaient de faire ça, et que c'était beaucoup de l'inclusion washing, comme tu as eu du greenwashing. Du coup, on a décidé de monter un podcast. On a monté le podcast d'Elo et Ludo, qui va juste écouter les gens qui sont différents, qui bossent en entreprise pour qu'on nous explique comment ils s'en sortent. Je suis maman, je suis veuve, j'ai 4 enfants. Et j'ai un boulot de CTO. Comment tu fais? Raconte-nous. J'ai un trouble de l'attention, je ne peux pas me concentrer plus de 4 minutes, mais j'ai un poste de chef de projet dans une agence. Raconte-moi comment tu fais. Et en faisant ce podcast-là, on n'a pas parlé de marque. Elle n'existe pas, la marque, c'est juste nous. On incarne le sujet, on est tous les deux TDAH, HP, donc on connaît bien le sujet. On a reçu plus de 150 candidatures dans nos boîtes perso après l'annonce du lancement du podcast. Les gens se sont dit, si eux bossent dans cette boîte et font ça, on veut bosser avec eux. Voilà, on a créé du contenu. Il n'est même pas sorti. Les gens, ils ont déjà adhéré. On a fait du vrai. Je fais rien d'autre que ce que je suis moi. Parce que sinon, ça ne marchera pas. Mais on est la seule boîte aujourd'hui à pas faire d'inclusion, washing. Et j'ai des gens, des boîtes, ils me disent, Elodie, combien je peux te payer l'épisode de podcast pour que mon DRH intervienne? Eh bien, ton DRH n'interviendra pas. Voilà, tu vois ce que je veux dire? J'ai créé ce qu'on appelle un hook. Les gens ont envie, ils viennent
tout seul, parce que nos valeurs correspondent, parce qu'on parle de la même chose, parce qu'ils ont le même problème. Et je ne vends rien. En vrai, je vends rien. Mais au final, il y a quand même un but. Moi, je fais bien mon job pour la boîte, je continue à être rémunérée, ma mission de recruter est respectée. Donc j'ai fait du business. J'ai servi mon intérêt personnel, mais j'ai vendu que du moi. Je n'ai fait que du moi et j'ai rien mis à disposition de payant. Tout est gratuit. Voilà. Si tu arrives à faire ça, champion du monde. Merci. Dans la restauration en plus. Je réponds juste à ça. Bonjour, alors moi je m'appelle Laurence, je travaille dans un groupe international de transport en commun très connu sur Paris et j'ai fondé une association qui s'appelle Winning Girls en 2018 qui vise spécifiquement pour les jeunes femmes lycéennes à lutter contre l'autocensure et à les former au leadership pour qu'elles prennent plus tard les postes à responsabilité parce que je veux des femmes partout, à tous les niveaux de la société, dans tous les secteurs et à tous les... Au poste de responsabilité, il doit y avoir des femmes au poste à responsabilité, je ne veux plus voir aucune photographie avec que des hommes. Ça, c'est pas possible. Je veux plus de coopération. Voilà. Donc ça, c'est ce qui me fait me lever le matin. Donc au bout de 4 ans, on s'aperçoit que le bénévolat, c'est extrêmement fatigant parce qu'on est tout seul à faire... Alors la polyvalence, je suis couteau suisse, mais c'est extrêmement fatigant. Donc... Et je suis en train de m'interroger à passer sur une autre dimension. La question que je me pose, c'est que moi, ma cible, elle est au lycée, elle est entre seconde et terminale. Et en fait, c'est quelque chose... Alors vous avez peut-être une jeune femme qui est dans ma cible. C'est comment j'arrive à... Pour l'instant, je fais tout gratuit, pour l'égalité des chances. Ça ne fait pas rentrer du pognon, hein, malheureusement. Comment on arrive, là, ça c'est ma difficulté, à convaincre de miser sur sa fille qui a 15, 16, 17 ou 18 ans, sur son développement personnel, sur l'acquisition de compétences du XXIe siècle, et puis de la mettre en relation avec une femme CIO qui va partager les codes du monde du travail et ce qu'on attend de la génération quand elle va arriver sur le monde du travail, d'arriver à faire payer ça. Parce qu'entre la seconde et le moment où la jeune fille va verser dans le monde professionnel, il va se passer un temps. Et autant un parent va payer 500 ou 600 euros pour faire un stage d'anglais, pour faire passer de la moyenne de 11 à 13 ou de 13 à 15, parce qu'il va y avoir un impact direct et un résultat direct. Notre asso, notre propos, nos ateliers, on est quand même sur la matière humaine. Hein. Je vois les femmes qui sont là. La matière humaine, elle ne change pas du jour au lendemain, elle infuse, elle diffuse, elle métabolise, et puis un jour, ça sort. Donc comment on arrive à convaincre de miser sur un processus qui prend du temps? Merci. Déjà, bravo, c'est génial ce que tu fais. Moi, j'ai ma fille Jade qui a 13 ans, elle fait partie de Startup for Kids. Tu connais ? Startup for Kids, c'est une femme que j'adore qui a créé cette association, enfin cette entreprise maintenant, qui permet aux jeunes femmes de créer leur boîte à partir de 16 ans. Bon, Jade, je l'ai poussée un peu à 12 ans pour l'occuper. Et Sharon, elle a trouvé un business model de dingue. Elle fait payer BNP pour ça. Pourquoi BNP paye? BNP n'arrivera plus à recruter dans 20 ans. BNP a besoin de se racheter une image, tiens, une marque qui a besoin de faire du vrai. Les marques aujourd'hui, les entreprises vont vraiment dans le mur. Amazon dépense des millions et des millions et des millions pour former ses livreurs à devenir des techs. Aujourd'hui, tu es assis sur un énorme problème qui est il faut plus de femmes, sinon on n'aura pas assez de ressources. Il faut des femmes dans la tech, sinon on ne pourra pas répondre aux enjeux technologiques de demain. Et tu as des entreprises aujourd'hui qui en sont conscientes et qui financent ça. Donc moi, ce n'est pas les parents qu'il faut faire payer. Et je suis ravie de ne pas payer pour Jade. Je suis ravie que BNP finance tout son parcours depuis 2 ans pour monter sa start-up. J'interviens pro bono dans cette entreprise. Tu vois, ça n'empêche pas de ne pas aller chercher des coûts. Mais du partenariat, tu peux aller en chercher, tu incarnes quelque chose. Et je pense que rien que l'événement ici le prouve, CNJ qui sponsorise, il y a de l'argent parce qu'on a besoin de gens. Le recrutement est un énorme problème pour demain. On le voit aujourd'hui dans la restauration.
C'est vraiment, vraiment un souci. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui ont des beaux restaurants, des belles boîtes. Franchement, c'est pas bosser du fast-food. Ils ne trouvent plus personne. Demain, ce sera pareil dans la tech. Aujourd'hui, moi, quand je cherche un Chief Product Marketing Officer, je ne trouve pas. Mais si j'ai pas quelqu'un capable d'analyser tout le contenu que je fais sur le réseau et d'aller me chercher les insights en mode data, tes clients veulent ça, je pourrais pas le faire à la main toute ma vie. Ce sera pas possible. Donc aujourd'hui, c'est essentiel et moi, je m'investis pour changer l'éducation des enfants, tu vois, plus petits, en disant qu'il faut une école plus inclusive, qu'il faut apprendre à apprendre. Enfin bon, bref, tu connais toutes ces choses-là. Je l'incarne parce que j'ai 4 enfants, donc c'est un vrai sujet pour moi. Je me rends compte qu'il n'y en a aucune qui est faite pour l'éducation nationale. Et ma gamine de 13 ans, elle me demande son argent de poche en crypto. Elle investit dans du cannabis par une start-up pour s'acheter ses Jordan. Elle revend tout sur Vinted, elle rachète moins cher. Bon, ma gamine n'a pas beaucoup d'argent de poche, mais génère potentiellement plus de pourcentage de revenus que moi sur mes placements. Et elle me demande si elle peut acheter des NFT. Et à côté de ça, elle a 3 de moyenne en maths. On fait quoi? Elle ira pas dans la tech. On l'orientera pas là-bas, elle n'aura pas droit. Grandes écoles, c'est fini. Développement, allez, 42, parce que maman connaît un peu. C'est dommage quand même. Et elle pense quoi? Qu'elle déteste les maths, qu'elle n'est pas faite pour ça, que ça sert à rien. C'est du gâchis. Vraiment. Donc je pense qu'aujourd'hui, tu as un truc magnifique à faire. Et surtout, arrêtons le gratuit. Il faut faire payer, il faut trouver. Dans tout ce que je vous dis, d'en donner, d'en créer de la valeur, d'être bienveillant, etc., c'est surtout pas rendre gratuit tout et vous dévaloriser. Bien au contraire, c'est vous transformer en bonne personne qui partage, qui a envie, qui aime ce qu'il fait. Mais derrière, ouais, il faut du chiffre, quoi. Quand je vous parlais de Nina, elle a dit, moi, je veux 20 000 € par mois. Elle a réussi à les faire en 4 heures par semaine. C'était son objectif, elle l'a fixé, elle est ravie. Voilà. Merci à toutes, merci à tous.